J'ai toujours été quelqu'un de curieux. Et quand on y prête attention, un simple détail sur votre route peut provoquer des changements profonds. Pourtant, je n'aurais jamais cru que l'un d'eux allait chambouler 4 ans de ma vie. Des voitures ou des tracteurs avec de l'eau comme carburant, ce n'est pas un rêve, mais une réalité, une technique qui rencontre un certain succès avec l'augmentation du prix des carburants, notamment chez les agriculteurs. Romuald Benant, Fabien Delorme. Le moteur à eau ne serait pas un rêve, mais une réalité ? Dit par la dame de la télé, il y avait de quoi se poser des questions. Pour trouver les réponses, j'ai commencé comme tout le monde. Et à essayer de chercher la vérité sur le web, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Il y a les textes et les schémas, copiés et recopiés sur différents sites et dont on ne connaît même pas l'origine. YouTube regorge de vidéos de moteurs bricolés et de tondeuses, avec toutes sortes de commentaires, et d'un côté les convaincus, de l'autre les sceptiques. On tombe assez vite sur les plans d'un système publié en libre accès par l'américain Paul Pantone, mais ce pionnier du moteur à eau est aussi un personnage mystérieux qui semble alimenter les rumeurs avec une incarcération pour escroquerie suivie d'un séjour en hôpital psychiatrique. Pour les uns, il est effectivement un escroc et un fou, pour les autres, il reste une victime que les lobbies tentent de faire taire. La théorie du complot, déclinée à toutes les sauces sur les forums, soutient des hypothèses parfois bizarroïdes à l'orthographe douteuse. Dans ce grand bazar où chaque argument est contredit, les extraits de journaux télévisés ne doutent pas une seconde de l'efficacité de ces systèmes. Une initiative originale, le véhicule communal roule avec de l'essence et de l'eau. Un système d'injection d'eau dans le gazole. 2 chalutiers sont équipés d'un moteur assez spécial. J'ai remarqué un sujet récurrent, l'expérience d'une équipe municipale dans l'Est de la France. Comme toutes les semaines, cet employé de mairie se livre à un bien curieux rituel. Vous faites le plein là ? Je fais le plein. Le plein d'essence ? Non, le plein d'eau. Là, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Et je me suis dit que moi aussi je pouvais faire de la télé. Comme chaque lundi, Rocco s'apprête à faire un bien drôle de plein. Non. En fait, ma version de l'histoire est un peu différente. Elle part d'un échange avec Denis, l'employé d'un centre de contrôle technique. Rocco il est venu un matin avec leur camionnette de la mairie de Vitry pour faire un test de pollution. Tout se déroule normalement, hein, et les tests d'opacité révèlent un taux quand même assez élevé. Sur les masters, quand on accélère, ça crache un peu noir, hein, même s'il est neuf. Hein. On est retourné à l'atelier et on est retourné l'après-midi. Il me dit on refait un test. Je dis on a fait la pollution ce matin. Il me dit non, on refait un test parce qu'on veut essayer quelque chose. On refait un test et c'est là qu'il s'aperçoit que c'est bizarre quand même, la machine elle marche bien. Tout était branché, la sonde était dedans, tout était dedans et puis il n'y a rien qui sortait. Et il réessaye une deuxième fois. Ah, mais il n'y a pas d'opacité. Comment c'est possible qu'il n'y a rien qui sort? C'est comme ça. Et c'est là que, après, je lui ai dit qu'il y avait ça, le système là. On a fait un système de dépollution et c'est pour savoir comment ça fonctionne. Mais apparemment, ça fonctionne bien. Ah, alors, ma machine, elle déconne pas. Mais apparemment, il n'y a rien qui sort. Hein. Donc, comme en ce moment, on est en train de se battre pour la planète, pourquoi pas, hein. Comme on dit, un geste plus un geste. Hein. Faut essayer. Le dispositif de la mairie de Vitry a été conçu par le responsable d'une association de développement des énergies renouvelables. Il organisait des stages pour former les particuliers à fabriquer et à installer leur propre système. Le but premier, nous, sur ces formations-là, voilà, c'est de faire un échange de savoir, que les gens viennent apprendre une compétence et repartent avec toutes les billes et les savoirs pour pouvoir, eux, faire leurs adaptations sur leur moteur et derrière, continuer à faire avancer les choses, faire des expérimentations. Parce que comme aujourd'hui, on n'a
peu de moyens, vaut mieux qu'il y ait 10 particuliers qui testent dans leur coin 10 montages différents que nous, tout seuls, parce que comme ça, il y a un échange de savoir qui se crée. Le gaz, il vient, il passe autour du tuyau, il laisse s'aspirer par ici. C'est pas de l'étain, c'est du plomb, non? Je sais pas. Non, là. Et ça va pas être trop gros, ça? Non, c'est bon. Ah bah non, j'ai le trou qui passe à l'intérieur. Ouais. Parce que celui-là, c'est pour le... Ça fait longtemps, ça va faire 4-5 ans que j'avais entendu parler de ça. Là, j'ai vraiment fait la démarche de me déplacer, de faire un stage pour vraiment monter ça sur la voiture, parce qu'avec les informations sur le net, il y en a tellement que moi, je me retrouvais un peu perdu, tu vois. C'est bien beau de passer des heures sur Internet à se documenter et tout ça, mais si au bout du compte, on a passé sa journée, on n'a plus envie de rien faire, on est crevé, on n'a pas gagné grand-chose. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action, quoi. Il faut mettre les mains dedans et il faut le faire. Ouais, remarque, t'as que le gaz qui passe pour chauffer. Le gaz qui passe d'un côté, l'autre côté. Non, ça m'aurait le faire. Aziz, lumière! Attends, tu as pris des courants alors au centre? Quand tu vas en parler aux gens, que tu vas passer un week-end, que tu vas apprendre à monter un dopage à l'eau sur une voiture, ça fait un peu marginal, ça fait rigoler, quoi. Et puis quand tu essayes de crédibiliser le truc et de dire si, ça fonctionne, il y en a plein qui roulent avec déjà, ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à le mettre, il n'y a plus qu'à le faire, il n'y a plus qu'à apprendre et le monter, quoi. Et la réaction c'est toujours ouais bah écoute, si tu le dis, vas-y, fais-le, quoi. puis on verra si ça fonctionne, mais bon, point d'interrogation. Rêveurs ou pionniers, ces autodidactes ont au moins un mérite, mettre leurs interrogations à l'épreuve des faits. Mais pour construire le système, ils savent qu'ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. De son côté, Alex n'est plus dans la croyance ou dans le rêve. Après plusieurs années de recherche et d'expérimentation, rien ne peut remettre en cause ses certitudes. Mais aujourd'hui, moi, je peux montrer une quinzaine de véhicules, les gens peuvent les tester, les utiliser, avec, sans système, faire toutes les mesures qu'ils veulent. Au moins, moi, je sais que par l'expérience, on a prouvé que ça fonctionnait. Aujourd'hui, on atteint 20 à 30% sur des véhicules, donc voitures, transporteurs ou camions, qui sont faits, moi, j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, avec des systèmes qu'on bricole. C'est du bricolage, c'est 3 bouts de tuyaux qu'on va mettre. Et derrière, on pourrait atteindre de bien meilleures performances si derrière, il y avait des gens sérieux avec des moyens qui se mettaient, ou si on nous offrait les moyens pour le faire, on pourrait améliorer encore et je pense qu'on pourrait réduire par 2 les consommations des moteurs avec ce système-là. Je craignais avoir affaire à des hurluberlus et je me rends compte que leur discours est cohérent. Mais en toute franchise, je me sens encore incapable de monter ça tout seul. J'ai au moins acquis une certitude. Ce que je prenais pour un moteur à eau est en fait bien différent. Afin de mieux comprendre notre histoire d'eau et de moteur, commençons par casser le mythe. Le moteur à eau, c'est-à-dire celui qui utilise de l'eau comme carburant, n'existe pas. Certains moteurs utilisent de l'eau, comme le moteur à vapeur ou le moteur à hydrogène, mais on ne peut pas les appeler moteurs à eau car l'eau ne fournit pas d'énergie. Pour le moteur à vapeur, c'est le combustible, bois, charbon ou pétrole, qui fournit l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. Cette eau transformée en vapeur permet ensuite l'entraînement de la mécanique. On ne peut pas parler de moteur à eau. Dans le cas du moteur à hydrogène, on utilise l'électricité pour séparer l'hydrogène de l'oxygène de la molécule d'eau H2O. L'énergie vient de l'électricité et non pas de l'eau. Les moteurs thermiques qui équipent nos voitures fonctionnent grâce à un mélange d'air et de carburant. L'énergie chimique y est transformée en énergie mécanique. La plus grande partie de l'énergie de départ est perdue, soit sous forme de gaz résiduel à l'échappement, soit en chaleur. Le fameux procédé Pantone et ses dérivés de la famille du dopage à l'eau s'adaptent sur ces moteurs thermiques. La chaleur émise par les gaz d'échappement est récupérée pour produire de la vapeur. Cette vapeur passe ensuite dans un appareil appelé réacteur avant d'être injectée dans le moteur en complément de l'air et du carburant. L'eau n'est toujours pas la source d'énergie, il ne s'agit donc pas d'un moteur à eau. Si les systèmes de dopage à l'eau ne sont pas des moteurs à eau, l'engouement qu'ils suscitent auprès des expérimentateurs n'est pas sorti de nulle part. L'origine de cette histoire se trouve quelque part sur les routes de la France profonde. À la sortie d'un village, au détour d'un chemin, habite l'homme qui a inspiré les travaux d'Alexandre.
C'était en 2001, et puis bon, j'ai fait exactement comme Pantone, sur des tondeuses à gazon, puis bon, ça marchait bien. Et après, bon, j'ai voulu passer sur des plus gros moteurs. Mais au début, bon, c'était pas facile, parce qu'on ne pouvait pas régler un régime intermédiaire. Soit on tournait au ralenti, soit on tournait à fond, des fois le moteur s'emballait. Alors du coup, j'ai dit, tiens, je vais mettre que de la flotte dans le réservoir, dans le bulleur. Et puis j'ai continué à tourner comme ça, puis j'ai vu qu'il y avait une économie. Et du coup, après, j'ai fait tout comme ça, quoi. Voilà, le système est là. Là, on a la sortie d'échappement, là, vous voyez. Les gaz d'échappement passent autour du tube qui est à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un tube qui traverse. Et dans ce tube, il y a une tige d'acier, c'est ce qu'on appelle le réacteur. Et là, les gaz d'échappement, après, continuent. Ils passent là et ils retraversent par un tube à l'intérieur du bulleur et ils chauffent l'eau. Ils ressortent là-haut. Et l'eau qui est chauffée, ça fait de la vapeur qui est réaspirée dans le réacteur et ça retourne à l'admission. Ça a déjà bien diminué la pollution parce que lui, il fumait là. Alors ça, c'est un des premiers tracteurs que j'ai fait là. C'est un tracteur qui est quand même de 81. Et c'est sûr que ça réduit la pollution beaucoup surtout. Parce que c'est un tracteur qui fumait beaucoup et là, il ne fume pratiquement plus. Je pense que j'ai gagné quand même au moins 40 à 50% largement sur celui-là. Il y a un truc que je veux dire aussi. C'est avant, quand il n'y avait pas le système, bon, il fallait mettre les gaz à fond. Et là, on diminue les gaz et on a la même puissance. Et c'est là qu'on fait l'économie. Vous m'aviez parlé au téléphone d'ingénieurs qui étaient venus vous rendre visite. Oui, il y a des ingénieurs chez Peugeot qui sont venus, oui, plusieurs fois. La première fois, ils étaient 5, je crois. Oui. Et le dernier coup, là, ils étaient 3. Oui. Bon, c'est sûr, les derniers qui sont venus, ils avaient l'air bien intéressés, mais bon, il n'y a pas eu de suite, on n'a pas eu d'écho. Enfin, peut-être qu'ils ont fait des trucs, mais on ne sait pas. Un vieil ami d'Antoine, le maire du village, s'intéressait aux recherches de ce bricoleur de génie. J'allais lui rendre visite sur son lieu de travail, l'usine locale d'un grand groupe automobile. Antoine, il fait de la culture biodynamique, il a travaillé un petit peu sur les aéroglisseurs, il travaille aussi, donc, mais c'est une passion, il travaille sur ces moteurs à adduction d'eau, il ne le fait pas pour passer dans le journal, il le fait que pour lui, c'est une passion, c'est un passionné. C'est un passionné de la haute technique. Antoine, il aurait pu faire certainement un très grand ingénieur. J'ai fait 3 visites chez Antoine avec des ingénieurs de 7 fonds, donc deux visites avec des ingénieurs de 7 fonds, puis une visite avec un ingénieur de Paris. Et les ingénieurs de 7 fonds, notamment, ont été, je dirais, bluffés par le résultat, quoi. Donc j'en ai parlé à Jean-Martin Fols, PDG du groupe à l'époque, de formation ingénieur, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne vois pas comment ce projet peut marcher. Ça m'a tenu à cœur, hein, bon, après, je vous cache pas, j'ai baissé un peu les bras parce que j'ai beau me parler, en reparler. Pourtant, je suis dans un groupe automobile, bon sang. Et quand on parle à un patron de groupe comme ça,
Je pensais qu'il allait me dire, bon, bougez pas, on va détacher 2-3 personnes, et puis on va tester, on va vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Mais non, dégage, on touche. J'ai pas compris. Je mène une enquête autour du système qu'on appelle dopage à l'eau, au système Pantone. Hélas, les balades de standards téléphoniques en service communication aboutissent toujours aux mêmes réponses. Je crains fort que s'il n'est pas répondu, c'est qu'il ne souhaite pas être interviewé sur le sujet. Ce silence se prolonge sur le web pendant que les conflits entre geeks et théoriciens du complot entretiennent la confusion générale. Dans cette botte de foin, une petite aiguille nous est apparue, l'Observatoire sur le relais médiatique des enjeux énergétiques. Ce groupe de scientifiques s'est donné pour mission de contrôler le discours des médias sur les questions de l'énergie. Avec précision. Régulièrement, des gens viennent avec des inventions nouvelles, révolutionnaires, qui vont faire qu'on fera tourner un moteur avec presque rien, éventuellement avec de l'eau. Donc ça, c'est un grand classique du genre. Voilà, l'échappement. Louis Possos ne l'a pas expérimenté lui-même. Il base son analyse sur le travail de thèse d'un étudiant ingénieur, Christophe Martz. Sur son site, econologie.com, Christophe Martz a amassé des informations considérables, ce qui en fait l'une des principales références sur le sujet. Dans son texte, Christophe Martz ne donne pas de véritable explication, il donne une série de possibilités qui lui sembleraient expliquer. Donc, je pense que sa démarche part un peu différemment. Il constate que le moteur fonctionne mieux en système Pantone qu'un autre moteur, du moins il dit constater cela, mais aucune de ces explications ne correspond à des lois de la physique ou de la chimie connues. Visiblement, deux mondes se confrontent. Le monde où chaque expérimentation doit s'expliquer par des principes et des théories scientifiques, et celui des inventeurs et des expérimentateurs qui travaillent de manière empirique et qui constatent des résultats sans pouvoir toujours les expliquer. Devant un problème posé comme ça, d'un système, d'une machine nouvelle, etc., donc on peut se poser deux questions. On peut regarder, est-ce que les explications qu'on donne sur le fonctionnement de cette machine sont compatibles avec les lois de la physique et de la chimie? On peut trouver que oui, elles le sont, ou non, elles ne le sont pas. Et puis l'autre approche consiste à dire, si on ne sait pas, on peut dire, mais on va le tester. Donc on le passe alors au banc d'essai, donc on compare le système avec un équivalent non équipé, par exemple ici, du système Pantone. Il y a des bancs d'essai dans toute la France, dans toutes les universités, dans toutes les grandes écoles, dans tous les pays, en Angleterre, en Allemagne. Vous contactez une université, ça va vous coûter 2-3 000 euros, et on passe au banc d'essai, et c'est très simple à faire. Je suis d'ailleurs très très étonné que personne ne l'ait fait. J'avais souvent parlé à mon père de mes recherches et du film. Un jour, je débarquais chez lui à l'improviste, à l'heure du déjeuner. Salut. Bon, alors t'es venu me parler de ton film, de ton projet, là? Ouais, tout à fait. Bon, j'ai envie d'avoir un petit peu ton avis, voir ce que t'en penses. On va étudier ça, mais ça va être violent, hein. Ça va être dur, hein. Si je veux démontrer quelque chose avec mon film et que je veux faire passer un message puissant, je dois être certain et apporter des preuves de ce que je veux démontrer. Je prends la théorie que cet agriculteur n'est absolument pas malhonnête et il peut être de bonne foi. Sauf que son critère de jugement est peut-être un faux jugement. Il peut croire que ça fait des trucs alors que ça n'en fait pas. C'est pas parce que je suis de bonne foi que ce que je dis est vrai. C'est pas parce que j'y crois que ce que je dis est vrai. Cet agriculteur, il faut savoir qu'il a quand même des terrains qu'il cultive et qu'il cultivait avant avec 9000 litres de fuel par an et que maintenant il lui en faut 6000. Donc il y a bien, pour cultiver la même surface de champ avec les mêmes engins, une différence de consommation d'essence. Donc il y a peut-être cette différence-là. Bon, moi je demande à voir, mais bon, il y a peut-être cette différence-là. Mais si cette différence se révèle sur les terrains, pourquoi qu'elle ne se révèle pas sur les bancs d'essai? Là, il a raison. Je n'avais pas trouvé un test sérieux sur banc d'essai. Il faut quand même, dans un cas comme ça, avoir une preuve scientifique. Et c'est ça qui perturbe ton projet. Il n'y a pas de secret, hein. Ton projet, il est perturbé par ça.
Si demain, il passe sur un banc d'essai et que tu as la preuve que ça marche, ton projet, demain, tu le finis. Et puis tu dis à Total et à tous ces gens-là, voilà, vous êtes plantés. Je lui avais montré l'interview du professeur Louis Possoz. Il avait complètement adhéré à ses idées. Lui, il a une démonstration qui n'est pas compliquée et qui correspond à une meilleure approche que tout est loulou, avec un physique un petit peu décalé. Donc leur message, même s'il était vrai, aura du mal à passer, dans la mesure où il est décalé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si leur message est vrai et que tu vérifies la vérité, alors même s'il a un physique décalé, ça peut être intéressant comme image. Mais pour l'instant, moi, je crois plus aux scientifiques qui abordent le sujet sans passion, avec une simple rationalité d'homme scientifique. Et je pense que cet homme-là est parfaitement dans la logique que je défends. Ok, mais moi, mes loulous ont aussi une logique qui se tient. Et surtout, ils n'ont rien à vendre. Alors pourquoi ils s'acharneraient à bidouiller ce système si ça ne marchait pas? Je suis le sceptique de service. Et tu fais bien ton boulot de sceptique. Oui, sauf que je suis le téléspectateur lambda, et donc le téléspectateur lambda se pose des questions. Le passage au banc était inévitable. L'organisation ne fut pas une mince affaire. Il a fallu trouver le centre indépendant, avec les machines de pointe, et ça prend du temps. 1 an et demi après mes premiers contacts avec le BTS de Saumur, nous allons enfin expérimenter. Et c'est Alex et son association qui s'y collent. Pour nous, la démarche, elle est double, c'est d'avoir des mesures sur banc d'essai qui sont valables, avec de bons résultats, parce qu'aujourd'hui, ça n'a jamais été le cas, ou toujours des résultats critiquables ou difficilement défendables. Et le deuxième objectif, c'est de commencer un peu aussi à décortiquer le système, à savoir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Parce qu'aujourd'hui, je pense que personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur de ce système-là. Est-ce que tu doutes un petit peu d'obtenir des résultats sur la consommation? On ne sait toujours pas, quand tu lances une campagne, on n'est jamais sûr à 100%. Bon, après, je suis quand même bien convaincu qu'un système, quand il est bien fait, quand il est bien dimensionné et bien adapté au véhicule, il amène des résultats qui sont plus ou moins bons, qu'on peut améliorer, qu'on peut critiquer aussi, mais il y a des résultats. Donc je pense que non, normalement, je suis assez confiant, on devrait avoir j'espère, de bons résultats. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Grégoire, je représente une association qui s'appelle La Pierre Angulaire, qui fait de la bioconstruction et de la maîtrise de l'énergie pour tout ce qui est particulier, professionnel ou collectivité. Et on a, dans le cadre de nos activités de maîtrise de l'énergie, une petite passion depuis 5-6 ans, qui est le dopage à l'eau. On bidouille des moteurs, des véhicules, des balayeuses, des groupes électrogènes, dans le but de les faire moins polluer et moins consommer. L'objectif, c'est de trouver en fait quelqu'un qui va nous faire des mesures, donc c'est vraiment le métier, la mesure, pour vraiment valider, sans, on va dire, a priori, notre système ou pas. Nous, la démarche qu'on a eue avec l'association depuis 5 ans, c'est vraiment de l'expérience. Après une présentation claire d'Alex, les questions des futurs pros du moteur sont celles que j'ai déjà entendues 10 000 fois. Personnellement, j'ai déjà entendu parler de moteur, mais comme je disais, on entend fonctionnement de moteur à eau, donc sans plus de détails que ça. Et c'est vrai que sans jamais réellement m'y intéresser, ça finit souvent par oui, tel industriel l'a contacté pour qu'il arrête ses recherches. Et donc ça, on dirait un peu des histoires de fous. Donc, Si ça fonctionne, je me demande pourquoi les constructeurs l'ont pas fait plus tôt. Parce qu'ils se battent pour gagner des demi% de partout. Donc là, s'ils pourraient gagner 20% d'un coup... Je pense que si le système fonctionne, apporte un gain en consommation et émissions, peut-être la raison pour laquelle que les constructeurs ne le développent pas, c'est peut-être des brides économiques et politiques aussi. Toute idée est bonne à prendre. Dire que c'est farfelu, non. Dire que c'est loufoque, non. Par contre, ça me pose beaucoup de questions parce que je ne suis pas capable de savoir ce qui se passe à l'intérieur.
Comprendre le fonctionnement de ce système demande des moyens techniques hors de portée des petits inventeurs. Dans ce lycée professionnel, nous avons accès aux mêmes machines que celles utilisées par les industriels pour tester leurs moteurs. Tous les équipements électriques que vous voyez, électroniques, ce sont tous des capteurs qui nous servent aux mesures du moteur, donc de température, de pression et bien d'autres choses encore. On se cale sur un point de couple et de régime, c'est-à-dire un point de puissance, et avec ou sans le système, on aura la même performance du moteur. On se débrouillera pour la même performance et ensuite seulement on mesurera ce qu'il consomme. Pour l'instant, je pense que niveau consommation, on peut avoir un gain. Après, là où je suis plus sceptique, c'est sur la pollution, quoi. Moi, personnellement, je reste un peu sceptique parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Déjà, si on trouve 10%, je trouve ça miraculeux, ouais. Ah bah oui, 10% c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi parce que 10% de baisse de consommation et exoperformance, ça veut dire 10% d'augmentation du rendement d'un moteur. Aujourd'hui, il y a des centaines et dizaines de milliers d'ingénieurs dans le monde depuis des dizaines et des dizaines d'années qui travaillent sur le sujet. Voilà comment ça aurait pu leur échapper. Bon, la théorie du complot, je veux bien, mais à ce point-là, quand même, c'est fort. Si on est dans les 10%, pour moi, ce ne sera pas satisfaisant parce que 10%, ce ne sera pas une marge assez suffisante pour vraiment 10% de baisse de consommation, par exemple. Alors que si on est sur 20%, là, on a un écart qui sera vraiment important. Donc là, l'intérêt, surtout chez ces personnes-là, vont se dire « Ah oui, effectivement, il y a un intérêt à fouiller, à voir ce qui se passe vraiment. » Pourquoi ? Parce que ça va soulever des questions. La démarche, pour moi, elle est globale, elle est sur cet aspect-là, mais elle rentre aussi dans une démarche plus globale de questionnement, de responsabilisation des gens, d'arrêter d'être des moutons, de se dire il y a des choses intéressantes, on ne les développe pas forcément, l'État, les structures ne les développent pas, à un moment, il faut devenir acteur et se dire ouais, on va les développer. Si j'arrive par mon discours, par l'expérience, par mon retour d'expérience aussi, parce qu'on a fait réussir à lui faire changer cette façon de penser ça, se dire ah oui, effectivement, ouais, ça fonctionne, on la passe sur nos voitures. Pourquoi ? Les essais s'organisent en 4 phases de test réparties sur plusieurs semaines. 4 mois plus tard, nous revenons à Saumur pour recueillir les résultats. Alors là, on a l'évolution de la CSE, donc qui est une image donc, du rendement moteur, qui va nous permettre en gros de déterminer s'il y a eu gain ou pas de consommation. Alors on voit le premier bar là, premier bar graphe qui est l'évolution de la CSE sans le système, le deuxième avec le système et la troisième également avec le système. Vous concluez comme moi qu'il n'y a aucune évolution de CSE avec ou sans le système et que clairement on n'a aucun gain de consommation sur nos 8 points. Aujourd'hui, je ne connais pas la relation qui pourrait expliquer ces gains de consommation entre la présence de vapeur d'eau. Donc ça conforte, surtout ça ne me déstabilise pas. Surtout, voilà, c'est conforme à ce que je connais et ce que je sais du fonctionnement d'un moteur. Bizarrement, je m'étais préparé et pour le moment, je ne suis pas encore vraiment déçu ou dégoûté de ne pas avoir de résultats. Je pense que ça va venir parce que ça fait quand même mal de voir qu'on ne gagne rien, nulle part. Rien. Allô. Salut Patrick. Salut. Moi je suis au courant d'aucune mesure, de résultat, de rien. J'ai aucun contact avec les étudiants ni avec les professeurs, pour l'instant. Ils ont fait 4 tests sans le système. D'accord. Et après, ils ont relancé 4 tests et ils trouvent absolument rien. Quelle est ton analyse quand tu m'entends dire que tu n'as pas de résultat? C'est quoi ta première réaction qui te vient? Moi je dis ouais, effectivement les résultats ils sont pas bons
on va dire dans le positif, on va dire par rapport aux résultats expérimentaux qu'on peut avoir sur des véhicules pour l'équipe. Donc là, ça veut dire, bon voilà, là effectivement, on a une expérimentation qui fonctionne pas. Pourquoi elle fonctionne pas? C'est se poser les bonnes questions aussi, tu vois. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais pourquoi le système fonctionnerait en conditions réelles et qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas sur banc d'essai, tu vois? Je pense qu'on n'a pas réuni sur ce banc d'essai-là les mêmes conditions de fonctionnement que ce qu'on fait aujourd'hui sur des expérimentations taille réelle. Moi, je vois de mon point de vue de film, quand je vais montrer ça à mes spectateurs, imagine la réaction de voir que sur banc, il n'y a rien. Dans les conditions dans lesquelles on est, qui sont celles-ci, on n'a pas de résultat. Après, quelles sont les conditions de fonctionnement qu'on a réunies? Quelles sont les autres conditions de fonctionnement qu'on peut réunir pour avoir des résultats? Tu vois? Je vais chez mon père au lendemain des tests de Saumur pour lui annoncer mes mauvais résultats. Je suis bien curieux de voir ce qu'il va me dire. Et surtout, je me dis que ça va lui donner du grain à moudre, ça. Et que je risque de m'en prendre pas mal dans les dents. Allez, viens voir. Viens prendre un petit café, là. J'en ai ton bazar. Bon, alors je suis allé à Saumur hier, récupérer les résultats, et il n'y a absolument rien du tout. Faut pas rêver non plus, hein. Dans des cas comme ça, je crois plus à des faits scientifiques. Maintenant, tu peux persister à croire que tu as des résultats. Hein. Tu peux faire ça jusqu'à ta mort. Hein. Tu peux. Hein. Il y a des gens qui ont cru à ta truc. Puis voilà. Tu peux te persuader à fond. Hein. Maintenant, hein, c'est difficile à faire avaler. Hein. Sans test, sans résultat, c'est difficile. Cette rationalité, pour moi, je suis complètement d'accord. Mais en même temps, je ne comprends pas pourquoi certains agriculteurs, certains mécaniciens s'obstinent à continuer à travailler sur ce système-là, alors qu'ils n'ont rien à gagner et aucun argent à se faire, et qui continuent à promouvoir ce système. C'est ça que je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire que le système marche. Hein. Pas parce que tu as 10 pelés et un tondu qui continuent à mettre leur machine et à faire la promotion et à dire que ça marche, que le système marche. Moi, j'aimerais bien voir le contraire. Hein. Un moteur qui marche pas sur un banc d'essai, qui marche sur une voiture, j'aimerais bien le voir. Qu'est-ce que tu penses donc de l'idée que je l'installe quand même sur ma voiture? S'il n'y a que ça pour mettre dans ta tête que ça ne fonctionne pas, il faudra que tu le fasses, sinon tu vas regretter toute ta vie. C'est cher payé, hein. Une petite séance chez un psy, ça coûterait moins cher. De retour chez moi, j'ai trouvé moins cher que le psy. Dans un bouquin commandé sur le web, un ingénieur et un mécanicien évoquaient leur parcours du combattant pour développer des procédés de dopage à l'eau sur la base d'anciens brevets oubliés par l'industrie. Ils y racontaient notamment avoir testé un système au banc d'essai sans aucun résultat. Y avait-il une explication concrète à notre échec de Saumur? Cette fois, la piste avait l'air solide. Ce que vous avez vécu à Saumur, c'est ce qu'on a vécu nous aussi. Il y a une absence de résultats avec les protocoles de mesure classiques, normaux, qu'on utilise pour tester un moteur. Donc ça a été l'objet en fait d'un certain nombre de questions pour nous qui nous ont permis de progresser. Après l'échec des tests de Saumur, j'étais sur le point de passer un autre tableau du jeu. Mais en quoi les protocoles de mesure officiels pouvaient-ils bien gêner la lecture des résultats? Il faut comprendre que les professionnels de la motorisation ont des habitudes de travail, ont des instruments de mesure, ont des stratégies de mesure qui sont adaptées à leur métier, on va dire, moyen, c'est-à-dire à ce qu'ils font tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on a des milliers de témoignages de baisse de consommation? On passe un moteur équipé d'un kit sur un banc
il n'y a pas de variation, donc le système ne fonctionne pas. Donc on met en balance en fait la mesure avec les témoignages. Si on avait 5 témoignages, 10 témoignages, on pourrait dire c'est un épiphénomène. Bon, après tout, on ne sait pas ce qui s'est passé, bon, mais c'est tellement peu. Au bout d'un certain nombre de témoignages accumulés, de gens contents, d'une réalité économique qui est en train de se forger, là, on met en balance quand même une réalité du terrain avec un protocole d'analyse de professionnels. Et là, on est confronté à un gros problème, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent ça et les autres qui disent autre chose. Donc la question à se poser, elle n'est plus tellement, je dirais, dans le fonctionnement du kit, puisqu'on a des témoignages sur des machines agricoles où l'intervention humaine, comme sur un groupe électrogène, on n'est pas énervé quand on pilote un groupe électrogène, puisqu'on n'y touche pas. Donc on ne peut pas faire varier la consommation. Donc là, on est confronté à un problème où on doit se poser la question, est-ce que finalement, ce n'est pas la manière dont on mesure qui n'est pas adaptée à l'installation d'un kit qui économise du carburant? Donc c'est une piste de réflexion que nous avons suivie. En se basant sur ses retours d'expérience pour mettre au point un nouveau protocole de test, Christophe Tardy a pu obtenir des résultats plus proches de ceux rencontrés sur le terrain. Quand nous avons fait le test ici, c'était une Fiat Punto diesel, un modèle récent. On constate une économie d'environ 27%, ce qui est beaucoup. Ce qui est 27% de carburant économisé, ce qui est une belle performance pour un véhicule. Ce n'est pas représentatif de ce qu'on voit. Il faut savoir qu'un véhicule, en général, en marche normale, il dépense plutôt 25 chevaux que 40. Donc là, on avait un moteur qui était chargé volontairement pour avoir évidemment les conditions les plus favorables. Pour rouler à 130 km/h, au fur et à mesure que le matériel faisait son effet au niveau du moteur, j'étais obligé de, pour rester à la même vitesse, lever le pied de l'accélérateur. Et au plus ça allait, au plus je levais le pied de l'accélérateur. Et on restait toujours à 130 km/h. Et le banc était freiné exactement de la même manière. Les résultats, je les avais en direct sur cet écran, d'une part. Et il y avait un PC qui était embarqué dans le véhicule aussi. Il n'y a aucun risque d'erreur. Et en plus, il y avait quand même la société Veritas qui était là avec beaucoup d'appareils. Et en fait, on peut dire que 3 systèmes de lecture donnaient le même résultat. Donc ça, il n'y a pas de doute sur le résultat. Je n'en croyais pas mes yeux. Les mesures du bureau Veritas sur les gaz d'échappement indiquaient les valeurs suivantes. Composés organiques volatiles, moins 73,4%. Oxyde d'azote, moins 33,9%. Monoxyde de carbone, moins 17,3%. Dioxyde de carbone, moins 15,5%. Sur un véhicule, on va dire trajet travail, domicile, on a des taux de charge, c'est-à-dire une utilisation du moteur qui est assez faible par rapport à la puissance nominale. Donc c'est difficile de dépasser les 10-15% d'économie. C'est déjà très beau, voilà, sur un véhicule personnel. Par contre, sur des utilitaires, pour lesquels les moteurs sont beaucoup plus sollicités, on a un taux de charge supérieur, le potentiel d'économie est plus important. Là, on pourra atteindre 20% par exemple. On commence à se rapprocher de l'utilisation industrielle ou agricole où les potentiels d'économie sont bien supérieurs. Au début du XXe siècle, l'ingénieur Clerget, constructeur du premier moteur diesel, découvre l'intérêt d'ajouter de la vapeur d'eau dans les moteurs pour améliorer leur rendement. Injecté en complément du gasoil sur un moteur d'époque, cette eau sous forme de gaz permet d'en doubler la puissance. Lors d'une communication à l'Académie des sciences en 1925, Clerget souligne que l'injection d'eau augmente la longévité du moteur, réduit les fumées et son encrassement habituel. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, des systèmes d'injection d'eau installés sur des avions de chasse allemands et américains permettent de booster ponctuellement la puissance des moteurs dans les combats. C'est le cas du légendaire Vought F4U Corsair de Papy Boyington, dont les exploits dans la guerre du Pacifique ont inspiré la série télé Les Têtes Brûlées. En 1974, le garagiste Jean-Pierre Chambrin défraie la chronique en déposant un brevet pour un dispositif d'aménagement d'un moteur en vue de son alimentation avec un carburant additionné d'eau. Le système de Chambrin applique des courants électriques à haute et basse fréquence à un mélange d'eau et d'alcool chauffé à 800 degrés.
Objectif, favoriser la séparation des molécules H2O en hydrogène et oxygène en vue de leur combustion. Dans les années 90, l'Américain Paul Pantone publie sur le web les plans d'un système d'injection d'eau. Le procédé utilise une partie des gaz d'échappement pour chauffer un mélange d'eau et de carburant. Les vapeurs ainsi dégagées, appelées gaz Pantone, sont dirigées entre les parois d'une tige et d'un conduit métallique dans le but de les charger électriquement. Une fois injectés dans le moteur, ces gaz permettraient de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Il y a 30 millions de véhicules qui font 10 000 km par an, donc ils vont consommer 1000 litres par an chacun. 30 millions multiplié par 1000, ça fait 30 milliards de litres. 30 milliards de litres, on en enlève 10%, on a gagné 3 milliards de litres. Bon, voilà. Mais ça supposerait que tout soit équipé, on en est très loin. Cette fois, il ne me restait plus qu'à équiper ma voiture. Mais pour être complètement autonome, je tenais à l'installer seul. Et vu mon niveau de mécanique, j'avais besoin de quelques conseils. Le réacteur à plat comme ça, avec l'entrée et la sortie. Moi qui ai l'habitude, je vais mettre 20 minutes. Et moi qui n'ai pas l'habitude, tu me donnes combien de temps? Tu vas te poser beaucoup de questions philosophiques et je pense qu'en 1 heure, si tu es assez dégourdi, tu vas pouvoir le faire. Bon, je sais pas par où je commence. Où c'est que je vais mettre ce putain de réacteur? Tac. D'accord. Je pile dans celui-là, et là il faudrait que je le pose ici. Ils ont dit que tu fais une boucle. D'accord. Donc tu fais une boucle. Relier le bidon au réacteur. Et voilà mon bulleur. Là il y a la place, c'est pas mal. Je pense ici. Les gens qui passent sur le bord de la route derrière moi, ils doivent se dire regarde-le celui-là avec sa vieille bagnole. Regarde-le, voilà, il devrait bien changer de voiture. Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est moi qui suis en train de révolutionner la technologie. Enfin, j'en sais rien si je révolutionne la technologie. Mais en tout cas, ce système d'eau dans les moteurs, c'est quelque chose qui n'est pas du tout fait. Et si ça a vraiment tous les avantages qu'on le prétend, dans ce cas-là, ouais, je pense qu'on fait partie des gens qui révolutionnent la technologie. C'est la dernière pièce que je vais installer. Voilà, j'ai plus qu'à faire un trou dans un tuyau et à connecter, le tuyau en silicone livré de l'EconoKit ici. Mais si ça marche vraiment aussi bien, que ça décalamine les moteurs, que ça fait économiser du carburant, que ça fait moins polluer, et ben voilà, il faudrait démocratiser ce truc-là. Maintenant, je suis au point du test. Désormais, la suite de l'enquête semblait limpide. Enchaîner les kilomètres pour tester mon système. Mais quitte à brûler de l'essence, autant recueillir quelques témoignages d'utilisateurs. D'origine, on était à 11 litres à l'heure à peu près de consommation, 10 litres et demi à 11 litres à l'heure. Et là, on tourne autour de 6 litres et demi en moyenne. Donc c'est énorme. Hein. Les mesures qui ont été faites font apparaître une diminution de la consommation pour le même véhicule qui était de 8,54 litres en moyenne aux 100 km et passé à 5,23 litres aux 100 km. Dès le premier test, on a fait 25% de réduction de la consommation de carburant
Et là, on a réduit des émanations polluantes. L'indice d'opacité était réduit de 70%. « 25% de baisse de consommation, ok. Mais sur ma voiture, les problèmes techniques s'enchaînaient, même si je pensais avoir suivi à la lettre les consignes d'installation de Christophe Tardy. Entre réglages techniques et questions métaphysiques, je ne voyais toujours pas apparaître de résultats clairs. Apparemment, je n'étais pas le seul. J'avais filmé Vincent Viala, un particulier qui avait fait poser un autre kit d'injection d'eau sur sa voiture. 1 an après son installation, il me donnait son bilan par téléphone. Pour l'instant, le système marche qu'à moitié. L'eau marche pas en fait avec le bulleur. Donc j'ai pas de consommation d'eau quoi. Là, j'ai passé, si tu veux, j'ai dû y passer peut-être 6-7 heures à essayer de bricoler le merdier pour que ça marche. Et en fait, ça marche toujours pas vraiment comme ça devrait quoi. Donc le bilan est assez mitigé quoi. Vincent n'était pas le seul à ramer dans le brouillard des systèmes d'injection d'eau. Plus d'un bricoleur motivé avait baissé les bras devant des résultats aléatoires, et mon expérience tendait à me rapprocher d'eux. Il était grand temps d'aller rendre visite au revendeur du kit conçu par Christophe Tardy. Des gens qui nous téléphonent pour nous dire « ça marche pas », c'est très très rare. Et quand ça marche pas, comme vous venez de le faire, on va trouver pourquoi. Première idée, on doit avoir un problème de température du réacteur. 65 chevaux, c'est un moteur qui va tourner à 50, à 40, 50% de taux de charge, donc c'est un moteur qui doit absolument nous donner des résultats. Il n'y a aucun doute sur ce point. S'il est persuadé de l'efficacité de son système, Olivier Louis doit maintenant convaincre les automobilistes. Pour atteindre cet objectif, il a financé des recherches pour comprendre les phénomènes physiques en jeu dans le système. Cette approche établit enfin le lien entre la démarche empirique des petits inventeurs et l'approche théorique des scientifiques. On n'est pas parti de la théorie. Il y a d'autres gens qui sont partis de la théorie. Ils nous ont parlé de leur théorie et on a dit, pour se lancer dans cette aventure, il faut d'abord qu'on comprenne ce qui se passe. On n'utilisera pas des coquillages, on n'utilise pas des mots de cracking. Le cracking, je ne sais pas ce que ça veut dire déjà, moi. Donc on va travailler sur la science. Et pour comprendre comment le produit fonctionnait, comment il agissait à l'intérieur d'un moteur, pour pouvoir le concevoir, l'améliorer, le développer et proposer des choses à l'avenir, il fallait impérativement savoir quelles étaient les bases de la mécanique, de la thermodynamique et de la chimie qui étaient nécessaires à maîtriser pour savoir quel était l'effet. Après 3 ans de confrontation avec toutes sortes de théories, Olivier Louis est la première personne à nous proposer une interprétation précise des phénomènes physiques en jeu dans un système d'injection d'eau. La friction de la vapeur d'eau sur les parois du réacteur applique une charge électrique aux molécules d'eau. À l'état naturel, les molécules de carburant forment une longue chaîne d'atomes de carbone et d'hydrogène qui a tendance à se replier sur elles-mêmes. Lorsque les molécules d'eau polarisées entrent en contact avec les molécules de carburant, elles leur transmettent leur charge électrique, ce qui a pour effet de les déplier. Dans le cas de la combustion classique, les molécules se consument de façon incomplète, ce qui produit des gaz imbrûlés rejetés par l'échappement du moteur. Lorsqu'elles sont dépliées par contact avec les molécules d'eau électrisées, les molécules de carburant brûlent de façon plus complète. La pression sur le piston est améliorée et la quantité de gaz imbrûlé à l'échappement diminue. L'injection de vapeur d'eau dans le cylindre permet d'abaisser sa température d'environ 200 degrés. L'oxygène ainsi économisé contribue à améliorer la combustion du carburant et à réduire la production de gaz toxiques, dont les oxydes d'azote. Dans ce système, l'effet thermique et l'effet électrique sont complémentaires. Ainsi, 2 phénomènes physiques se combineraient pour améliorer la combustion. Si on déplie la molécule mais qu'on n'a pas d'oxygène disponible pour la combustion, on n'aura pas le résultat escompté. Et si on améliore
la disponibilité de l'oxygène par la diminution de la température de la chambre de combustion et qu'on ne déplie pas la molécule, on aura toujours autant d'hydrocarbures à l'échappement et de particules. Donc il est très important d'avoir un couple de phénomènes qui va amener ce résultat-là. En tout état de cause, la diminution de la température dans la chambre de combustion est un fait acquis et surtout qui est en cours de développement chez les constructeurs. On peut aussi avoir inventé le dopage à l'eau et qu'on l'ait mis de côté. Tiens, d'ailleurs, il me semble que Renault dispose d'un brevet sur le dopage à l'eau. Je vous invite à aller le lire. Pourtant, vous ne trouvez pas de dopage à l'eau dans les voitures Renault. Pourtant, ils ont déposé un brevet sur ce sujet. Une recherche sur le site de l'Institut national de la propriété intellectuelle permet de retrouver ce fameux brevet déposé par Renault en 2005. Pour la première fois, nous découvrons qu'un groupe industriel de premier plan valide noir sur blanc les arguments tant de fois entendus dans la bouche des inventeurs. Il est également connu d'injecter de l'eau dans le circuit d'admission d'air du moteur. Cette eau se mélange au gaz d'admission et permet de réduire les températures de combustion et les émissions de polluants appelés NOx, et d'augmenter les performances, par exemple d'un moteur essence, en diminuant la sensibilité au cliquetis. Sur le moteur de recherche de l'INPI, la fête continue. Un autre brevet déposé en 2012 par l'Institut français du pétrole reconnaît lui aussi les vertus des systèmes d'injection d'eau, comme d'améliorer la consommation en carburant et de limiter l'émission de polluants. Combien d'autres brevets dorment ainsi dans les tiroirs ? Plus d'un siècle après la découverte de l'injection d'eau par l'ingénieur Clerget, pourquoi ces procédés à fort potentiel économique et environnemental ne sont-ils toujours pas sur le marché ? Je réalise un documentaire sur un procédé qu'on appelle le dopage à l'eau des moteurs. Je ne connais pas de la technologie dont vous parlez. Je vous ai fait part de brevets qui ont été publiés chez Renault. Je ne serai pas en mesure de vous répondre. Est-ce qu'il serait possible de me donner une réponse ? Nous, on ne travaille absolument pas là-dessus. Hein. Donc, on peut avoir un ingénieur qui va vous parler de ça. D'accord. Alors par contre, moi j'ai quand même trouvé un brevet, hein, puisque apparemment l'IFP Énergie Nouvelle a déposé un brevet. Et je souhaiterais obtenir une interview. Je veux simplement vous dire que globalement, si c'était la solution miracle, ça fait longtemps qu'elle serait appliquée. Visiblement, les industriels ne sont pas prêts à partager leur avis sur les procédés d'injection d'eau avec Monsieur Tout-le-Monde. Sans tomber dans la théorie du complot, ce silence nous pousse à questionner la mécanique profonde du monde de l'automobile. C'est toujours comme ça, le changement, il vient jamais de ceux qui sont dans le système. Les politiques, les industriels, les financiers, ce sont eux qui fabriquent le système. Les politiques, ils sont dans le système, il ne faut pas oublier ça. Donc ils ne vont rien changer à ça, quel que soit qu'il soit de gauche ou de droite, ou d'extrême gauche ou d'extrême droite, ils sont englués dans le système. Et dans ce système, il y a le pétrole, il y a l'énergie fossile, il y a les financiers qui font fonctionner la machine et qui continueront à gagner de l'argent et à être puissants tant que la machine fonctionnera. Les petits inventeurs peuvent apporter énormément parce que justement, ils peuvent nous ouvrir des portes de l'imaginaire. Et des portes industrielles si elles se branchent sur cet imaginaire. Mais si les industriels se branchent sur cet imaginaire. Mais évidemment que les industriels, pour l'instant, ils sont dans les mains des pétroliers et ils ne veulent pas faire autre chose. Je pense que tout ce qui se fait d'intéressant, c'est dans la marge. La marge, c'est des gens qui en auront marre quand il se passera des choses où on pourra dire bon, votre truc, il ne marche plus. Votre machine, justement, votre méga machine, elle ne marche plus. Le temps est venu de mettre un terme à cette enquête. Après de nombreux réglages, le kit installé sur la BX a montré une baisse de consommation de 8%. En 2016, de nouveaux éléments sont venus renforcer les perspectives du dopage à l'eau pour les moteurs. Le constructeur BMW a sorti la première voiture de série à injection d'eau, la M4 GTS. En abaissant la température de combustion,
ce procédé permet de réduire la consommation du moteur, mais aussi d'augmenter sa puissance et son rendement. Le fabricant de ce système, l'industriel allemand Bosch, souhaite commercialiser ce procédé sur des véhicules de petite et moyenne cylindrée à l'horizon 2020 pour gagner jusqu'à 13% de consommation. Il aura donc fallu plus d'1 siècle pour que les vertus de l'injection d'eau sortent des oubliettes de l'histoire de l'automobile, après leur découverte en 1901 par l'ingénieur Clerget. Dès 2012, un rapport d'analyse du bureau Veritas sur les tests de la société Hypno montre l'intérêt du dopage à l'eau pour réduire les émissions polluantes. Une simple extrapolation de ces chiffres montre que si le procédé était appliqué à tous les véhicules européens, il permettrait d'économiser chaque année plus de la moitié des émissions de CO2 du transport routier français. Quant aux oxydes d'azote, ils pourraient être réduits d'1 tiers, soit 2 fois les émissions annuelles du transport routier français. Pour le journaliste Jean-Luc Moreau du magazine Automoto, le dopage à l'eau représente peut-être l'avenir de l'automobile. Au cours de ces 4 ans d'enquête, notre démarche a consisté à réunir les pièces d'un puzzle complexe entre 2 mondes qui ne communiquent pas entre eux. D'une part, les inventeurs et expérimentateurs qui travaillent hors du cadre de la pensée académique, basant leur progression sur des résultats empiriques, mais manquant parfois de rigueur. D'autre part, les constructeurs automobiles, dont les recherches basées sur la théorie restent très cloisonnées par des stratégies de développement de masse. Alors que les options envisagées par les industriels ne concernent que les véhicules neufs, les kits d'injection d'eau déjà disponibles sur le marché pourraient équiper à moindre coût la majorité des véhicules roulants. Il est clair que le dopage à l'eau ne montrera son vrai potentiel que s'il est appliqué à grande échelle. Puisque nous sommes condamnés à rouler encore de longues années avec des moteurs thermiques, l'enjeu est loin d'être anodin. Mais si nous voulons faire de ces perspectives une réalité, une implication citoyenne paraît incontournable. Le voyage ne fait donc que commencer.